On va commencer du coup. Donc, bienvenue. C'est le deuxième webinaire donc, de Cercare en français. Et aujourd'hui, on accueille le docteur Bani Sadr des Hospices civils de Lyon qui va nous parler justement donc, de comment adapter la perfusion pour avoir des résultats optimisés à la fin, donc dans la prise en charge de l'AVC. Et donc, je laisse la place à Alexandre. Donc bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire. Donc comme l'a dit Aurélien, en fait le but du webinaire c'est de faire un peu une revue de l'imagerie de la l'AVC ischémique et notamment quel est le rôle de ce bilan d'imagerie en cas de suspicion d'AVC. Donc moi je suis Alexandre Banissal, je travaille en tant que radiologue dans le service de neuroradiologie de l'hôpital Pierre-Wertheimer à Bron, qui est un hôpital du coup dédié à toute la pathologie neurologique et avec énormément d'AVC. Alors, tout d'abord, quelques rappels simples sur l'accident ischémique constitué pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, Durant la session, comme vous l'avez vu, vos micros sont désactivés. Vous avez donc en haut de votre écran une partie Q&A où vous pouvez donc interagir et si vous avez des questions qu'on lira à la fin pour que Alexandre puisse y répondre, n'hésitez pas à écrire dans cette partie ou également dans la partie chat. Merci beaucoup. parfait. Donc, du coup, en tant que bref rappel donc, sur la pathologie, sur la physiopathologie de l'AVC, donc, c'est tout simplement en fait une artère qui se bouche et qui va induire une baisse du débit sanguin cérébral, donc une baisse de l'apport sanguin au tissu, ce qui va induire trois compartiments. Donc, tout d'abord, la nécrose au centre, c'est un tissu qui est complètement nécrosé et qui récupère à jamais. Tout autour, on a la pénombre ischémique, qui est un tissu qui ne fonctionne plus, mais qu'on peut récupérer si jamais on restaure le flux sanguin. Et tout autour, l'oligamie, en fait, qui correspond à un tissu qui est hypoperfusé, mais qui n'est pas à risque d'infarcissement, même si l'occlusion persiste. Et donc, en fait, tous les buts des traitements actuels de l'AVC ischémique, ça va être justement de sauver la pénombre ischémique afin de faire en sorte que la lésion nécrosée soit le plus petit possible. C'est pourquoi on dit classiquement que time is brain, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite. Donc cette figure à droite, ça vous montre en fait juste l'objectif des traitements de reperfusion, avec ici un patient qui n'est pas reperfusé, vous voyez une croissance progressive du corps. À l'inverse, en cas de reperfusion cérébrale, on arrive à limiter la lésion finale. Donc très important en fait, cette cinétique d'évolution du cœur ischémique, enfin de la pénombre, vers la nécrose, elle est hautement variable d'un individu à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nécroser très vite leur cerveau et d'autres plus lentement. Actuellement, il y a deux principaux types de traitements pour l'AVC ischémique. Donc tout d'abord la thrombolyse intraveineuse, en fait, qui consiste grosso modo à injecter un médicament qui va dissoudre le caillot sanguin. Donc la thrombolyse, on peut la faire entre 0 et 4h30 si jamais il n'y a pas d'hémorragie. Et pour certains, jusqu'à 9h si jamais, en plus de l'absence d'hémorragie, le bilan d'imagerie objective une pénombre substantielle. Donc ça, c'est les neurologues. Et il y a également la thrombectomie mécanique, en fait, qui consiste à naviguer dans les artères du malade afin de retirer mécaniquement le caillot. Donc là, entre 0 et 6 heures, le seul critère, c'est en cas d'occlusion proximale. On va revenir dessus. Et enfin, la thrombectomie elle peut être élargie jusqu'à 24 heures si, en plus d'une occlusion proximale, le bilan d'imagerie objective une pénombre ischémique substantielle. Alors, quel est le but de l'imagerie en cas de suspicion d'AIC? Donc, il y a 6 principaux buts que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, éliminer une hémorragie intracrânienne. Ça, on l'a vu, c'est afin d'identifier une contre-indication à la thrombolyse. Ensuite, d'identifier une occlusion artérielle intracrânienne proximale afin d'identifier les malades qui vont pouvoir bénéficier d'une thrombectomie. Après, faire le diagnostic positif, quantifier la pénombre ischémique, surtout pour les AVC ischémiques de présentation tardive, et enfin, diagnostiquer les stroke mimics. Donc, commençons tout d'abord par l'hémorragie intracrânienne. Donc là, voilà, je vous montre un exemple d'un patient
qui a 67 ans, qui a un déficit du membre supérieur droit, a priori depuis 4 heures, et voici son IRM. Donc vous voyez la lésion ischémique là sur votre diffusion, il y a une traduction sur le flair et sur le T2 étoile. Donc si on fait très attention, en fait, on devine qu'il y a déjà une lésion hémorragique ici, avec un hyposignal T2 étoile. Donc, hélas, ça n'avait pas été constaté. Ce patient, il a eu une thrombolyse intraveineuse. Et en fait, comme vous le voyez, au contrôle à 24 heures, c'est dramatique puisqu'il y a un gros hématome qui s'est surajouté à la lésion ischémique. Donc, c'est pour ça, en fait, que la détection de l'hémorragie intracrânienne, c'est vraiment très, très important. Et il faut vraiment traquer l'hémorragie. Donc, pour la détection des hémorragies intracrâniennes, il y a eu le développement de l'intelligence artificielle. Et si on regarde la littérature, ça a un intérêt pour 3 principales choses. Tout d'abord, ça donne un gain de temps dans la détection des hémorragies intracrâniennes. C'est-à-dire que quand on fait un grand volume d'examen, ça nous permet d'identifier plus rapidement les patients qui ont un saignement intracrânien. Les performances diagnostiques dans la littérature, elles sont très élevées pour la plupart des algorithmes utilisés, donc c'est-à-dire que c'est des exactitudes à plus de 95%, et tout ceci, ça nous permet de faire une optimisation du workflow et une priorisation des cas critiques. Donc ça, c'est disponible avec Cercare pour le scanner, et je pense que c'est d'ailleurs très important. Le deuxième cadre, le deuxième objectif, ça va être d'identifier une occlusion artérielle intracrânienne proximale afin de savoir si le malade peut bénéficier d'une thrombectomie, s'il est dans les temps. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'une occlusion proximale? En fait, c'est une occlusion des artères vertébrales, des artères vertébrales ici, du tronc basilaire, des artères carotides internes, du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne et du segment M2 proximal, ça j'insiste, le segment M2 proximal de l'artère cérébrale moyenne. Donc, voici un exemple d'un patient qui a une suspicion d'AVC devant une aphasie de survenue brutale. Vous réalisez le scanner sans injection et l'angioscanner des troncs supraortiques. Donc, d'un point de vue parenchymateux, on ne voit pas de lésion aiguë ischémique. Par contre, on devine ici une hyperdensité au sein de l'artère cérébrale moyenne gauche en son segment M1. Sur l'acquisition angioscanner TSA, on voit ici un défaut d'opacification de la portion distale du segment M1, avec néanmoins une opacification normale en aval. Donc là, en fait, cette hyperdensité correspond tout simplement au thrombus, et après, on voit ici l'occlusion. Donc ce qui est intéressant, c'est que les logiciels d'intelligence artificielle peuvent également détecter les occlusions intracrâniennes proximales. Et pareil, si on regarde la littérature, il y a quand même de très hautes performances diagnostiques, puisque selon les séries, donc c'est aux alentours de 86% de sensibilité et de 97% de spécificité. Le gain, il est surtout très important pour les novices, c'est-à-dire pour les radiologues qui sont plutôt non neuroradiologues ou pour les internes de radiologie qui font les gardes, puisque dans la littérature, donc, il y a des gains rapportés de plus 4%, mais le retour que j'ai, moi, des radiologues qui ne sont pas neuroradiologues et qui font de l'AVC, c'est que ces outils d'IA, ils nous permettent quand même d'avoir plus de confiance dans la localisation des occlusions intracrâniennes. Et tout ça, ça permet surtout dans les centres, on va dire, non dédiés neuroradiologie, d'accélérer les transferts vers les centres de thrombectomie et potentiellement d'améliorer l'outcome du malade. Alors, le troisième point, c'est faire le diagnostic positif. Donc, ça, comme vous le savez, la technique de référence pour le diagnostic positif d'un accident ischémique, c'est l'IRM de diffusion, comme on voit ici.
Et on dit que c'est systématisé quand les anomalies de diffusion, elles répliquent un territoire artériel, que je vous ai mis ici. L'autre cadre de lésion ischémique, c'est ce qu'on appelle les lacunes, où ça va être de petites lésions profondes en diffusion, qui là, en fait, correspondent à l'occlusion d'une artériole. Donc, quand c'est systématisé, c'est une occlusion d'une grosse artère, et quand c'est une toute petite lésion, en principe, c'est plutôt une occlusion d'une artériole. Alors, néanmoins, là, par exemple, vous avez le cas d'une malade qui a une suspicion d'AVC ischémique sylvien superficiel depuis 2 heures, qui a 42 ans, avec ici une diffusion millimétrique, donc c'est-à-dire avec des coupes très fines. Alors, je vous laisse prendre quelques secondes pour regarder les images. Est-ce que oui ou non, vous voyez une lésion ischémique? Donc la réponse est bien entendu non. On ne voit pas de lésion sur l'IRM de diffusion. Maintenant, si on regarde l'angio-IRM TOF, avec ici donc en vue coronale et ici vue de dessus, de même, on ne voit pas d'occlusion artérielle intracrânienne proximale. Et donc, par contre, quand on regarde la séquence de perfusion qui est faite chez cette dame et l'IRMT2 étoile, on voit ici un thrombus distal avec sur l'IRM de perfusion un trouble de perfusion en aval. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très important à retenir, c'est que donc l'IRM de diffusion est une technique très performante, mais elle peut être quand même négative, surtout si l'IRM est faite dans les 6 heures après le début des symptômes. Donc quand il y a une discordance radioclinique, c'est-à-dire qu'il y a un déficit neurologique qu'on n'explique pas par l'IRM, il ne faut pas hésiter à faire une perfusion parce que ça permet de rattraper le diagnostic. Et il est démontré que ça facilite en tout cas le radiodiagnostic des AVC ischémiques liés à des occlusions distales, comme ici. Alors, le quatrième point, là on va rentrer dans le dur, c'est que en fait, l'imagerie peut également avoir pour but de quantifier la pénombre ischémique. Donc pour rappel, l'évaluation de la pénombre ischémique, elle est indispensable en cas d'AVC ischémique de présentation tardive, c'est-à-dire à plus de 6 heures de début des symptômes, parce qu'en fait, ça conditionne les indications de thrombectomie. Pour faire simple, si jamais l'imagerie montre un tissu sauvable très important, là, ça vaut le coup de faire la thrombectomie. Par contre, si jamais il y a très peu de tissu sauvable, là, le bénéfice de la thrombectomie est plus discutable. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on évalue la pénombre ischémique? Donc, en IRM, classiquement, on utilise le modèle du mismatch, diffusion, perfusion. Avec, par exemple, ici, les anomalies de diffusion qui représentent la nécrose, donc le tissu qui est irréversiblement lésé, et tout autour en jaune, pardon, le trouble de perfusion critique, c'est-à-dire le tissu qui, s'il n'est pas reperfusé, va nécroser. Donc là, par exemple, pour revenir sur les AIC de présentation tardive, là, c'est un profil qui est favorable pour une thrombectomie, parce qu'il a un corps qui est relativement petit, et en fait, un trouble de perfusion très étendu qui peut potentiellement récupérer si jamais le malade est reperfusé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en scanner. Donc ça dépend un peu des constructeurs. Mais maintenant, pour la plupart, ils utilisent un seuil de CBF. Donc CBF, c'est le débit sanguin cérébral inférieur à 30% pour définir la nécrose, là qu'on voit ici. Et en jaune, le trouble de perfusion, c'est pareil, c'est le Tmax de plus de 6 secondes. Donc là, par exemple, chez ce malade, il ne semble pas être un candidat très favorable pour la thrombectomie mécanique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tissu sauvable là, qui est en jaune, c'est tout petit. Alors, si on regarde un petit peu la littérature et notamment les résultats qui sont présentés
pour la prédiction donc, de la nécrose et de la pénombre ischémique, en fait, il faut savoir que tous les logiciels de post-traitement de scanner de perfusion font des erreurs. Et les différences d'estimation peuvent être hautement variables d'un constructeur à un autre. Donc, par exemple, chez ce constructeur, il vous prédit une lésion nécrosée rouge. Ici aussi, pour celui-là, c'est rouge. Et là, pour ce dernier, c'est en rose. Et au final, donc le malade, il est traité et on voit que la lésion finale, elle est beaucoup plus petite que les premières estimations qui étaient données par les logiciels A et B. Ça vient en fait parce que la définition de la nécrose et de la pénombre, d'une part, elle est variable d'un constructeur à un autre, et en plus, tous les algorithmes de reconstruction d'image et de correction des mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Alors, en IRM, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait en 2022. Et en fait, comme vous pouvez le voir, donc, ils font tous des erreurs. Donc, par exemple, le premier qui, ici, considère qu'il y a une lésion nécrosée dans le cervelet droit. Le deuxième, au niveau du pont. Et puis, le troisième, qui surestime de manière très importante la pénombre, puisqu'il inclut dans sa prédiction tout le volume des cavités ventriculaires. Donc la première question qu'on s'est posée, c'était qu'est-ce que vaut, entre guillemets, les algorithmes qui sont faits par Cerker. Donc voilà la question de la première étude que je voudrais vous présenter. L'algorithme d'IA de Cerker améliore-t-il la quantification de la pénombre ischémique? Donc pour faire cette étude, on a utilisé des patients qui étaient inclus dans une cohorte d'AVC, en fait, qui s'appelle la cohorte Hibiscus Stroke, chez qui, en fait, c'est des malades qui avaient une IRM multimodale à l'admission, donc avec une diffusion et une perfusion. Ensuite, ils avaient une thrombectomie mécanique et surtout une IRM de suivi avec un flair à J6. Et en fait, l'IRM de suivi à J6, elle va nous permettre de mesurer la lésion finale. Donc au niveau des analyses, on classe les malades en deux groupes. Soit ils ont une thrombectomie réussie, donc qui est définie par un score qui s'appelle le score Tiki. Donc là, le cutoff habituellement retenu dans la littérature, c'est un score de plus ou moins 2B. Donc si jamais ils ont une thrombectomie réussie, logiquement, la lésion finale, elle doit être à peu près égale aux anomalies de diffusion. À l'inverse, quand la thrombectomie n'est pas réussie, c'est-à-dire que le score Tiki est de moins de B, le trouble de perfusion critique doit être à peu près égal à la lésion finale. Donc dans cette étude, on a comparé Cerker versus Cerker, donc avec Cerker IA versus Cerker non IA. Donc, en ce qui concerne l'estimation des performances de l'IA pour la quantification de la nécrose, donc on avait 134 malades, ce qui est un très bon effectif. On trouvait une haute corrélation des prédictions avec la lésion finale, que ce soit pour l'IA ou le modèle non IA, et pas de différence significative en ce qui concerne le biais. Donc le biais, c'est la différence entre le volume prédit et le volume mesuré. Donc c'est ce que montre en fait ces diagrammes de Blanc-Talman, c'est qu'en fait le biais il est très faible puisqu'il est aux alentours de 5. Donc ça, c'est pas étonnant si on regarde la littérature, parce que la diffusion est relativement, et on va le voir, elle a ses limites, mais elle est relativement précise pour estimer le corps. Donc ce pas des résultats qui sont du tout étonnants. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est quand on évalue les patients qui ne sont pas reperfusés. Donc c'est les malades chez qui on évalue la capacité du logiciel à quantifier le trouble de perfusion critique. Donc là, on avait 52 patients. Ce qu'on trouvait, c'est des volumes beaucoup moins importants pour l'approche avec IA. Donc c'est quand même substantiel, parce que l'IA, c'est environ 44 ml de trouble de perfusion et 80 pour le non-IA. On trouvait également un biais de mesure, donc c'est-à-dire une différence entre le volume mesuré et le volume prédit, qui était beaucoup moins important avec l'IA, puisqu'il y a un biais médian à 1 ml.
contre moins 10 millilitres et un biais moyen à environ 7 millilitres contre moins 20. Donc ça veut dire en fait que, vous voyez comme vous pouvez le voir ici sur le diagramme, le biais, donc c'est l'erreur moyenne, elle est très proche de 0. Donc ça nous indique en fait que l'IA fonctionne beaucoup mieux que le non-IA en ce qui concerne l'évaluation du trouble de perfusion critique, c'est-à-dire de la pénombre. Donc voici un exemple, en image c'est toujours plus parlant. Donc, vous voyez sur votre IRM d'admission ici, donc la lésion de diff qui est censée représenter la nécrose. Le Tmax, donc qui est en fait le modèle classique d'évaluation du trouble de perfusion. Quand on fait un seuillage simple, donc c'est l'approche non IA, on obtient tout ce volume. Et avec l'approche IA, comme vous pouvez le voir, en fait, le volume est beaucoup plus petit. Et en fait, chez ce patient qui est en échec de thrombectomie, c'est-à-dire que la thrombectomie n'a pas fonctionné, donc on évalue vraiment le trouble de perfusion, on voit ici, chez ce malade, que la lésion finale est relativement proche que ce qui était prédit par l'IA. Donc, on peut conclure que l'IA semble améliorer la quantification de la pénombre ischémique. Alors, ça, c'est entre guillemets les modèles classiques, quand tout modèle fonctionne bien, mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas, même le plus souvent, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous montre un patient qui a 4 heures de début des symptômes. Donc, pour rappel, la diffusion, donc c'est la nécrose, et le Tmax, le trouble de perfusion, c'est le tissu qui risque de nécroser si jamais il n'y a pas de reperfusion. Donc, le tissu sauvable, c'est la différence entre les deux. Vous voyez bien que visuellement, il n'y a quasiment pas de pénombre ischémique viable. Donc, le patient est quand même traité. Et vous voyez qu'au final, donc ça, c'est son IRM AJ5. Vous voyez qu'au final, en fait, toute cette partie-là qui était censée être nécrosée, donc ici, finalement, elle apparaît viable à J5. Donc, ça, comme vous le savez, l'IRM de diffusion, c'est la technique la plus performante pour évaluer la nécrose ischémique. Mais en fait, en pratique, les anomalies de diffusion peuvent réverser si jamais il y a une reperfusion. Et en fait, ce n'est pas si rare que ça. Ça peut concerner quand même environ un tiers des malades. Ce qui a bien sûr des implications majeures, puisque l'un des critères pour décider d'une thrombectomie, c'est l'étendue des anomalies de diffusion. Donc, comme vous le saviez peut-être, en fait, le modèle du mismatch diffusion-perfusion utilisé en IRM, c'est un reflet imparfait de la pénombre ischémique. La technique de référence, en fait, c'est la émission de positons à l'oxygène 15, mais qui est bien sûr infaisable en pratique clinique parce que ça nécessite un cyclotron et que ça prend beaucoup trop de temps d'acquérir les images. Donc, ce n'est pas compatible avec les applications cliniques. Pardon. Donc, si on reprend les définitions TEP de la nécrose et de l'ischémie, donc en TEP, la nécrose, c'est un tissu avec une baisse du débit sanguin cérébral, une CMRO2 effondrée, et à l'inverse, la pénombre ischémique, c'est un tissu qui est hypoperfusé, mais avec une ascension de l'OF, c'est-à-dire la fraction d'extraction de l'oxygène, et une CMRO2 qui est relativement préservée. Donc, il est désormais possible d'estimer ces paramètres TEP liés à l'oxygénation que sont le CBF, la CMRO2 et l'OF avec l'IRM de perfusion T2 étoile, qui est la technique, qui est en tout cas l'une des techniques IRM les plus utilisées en cas d'AVC. Donc, juste en bref rappel, pour qu'on soit bien clair sur ce que sont le CBF, l'OF et la CMRO2, on reprend un petit peu la physiopathologie. Donc, le CBF, c'est le débit sanguin cérébral, c'est-à-dire la quantité de globules rouges qui circulent dans le réseau capillaire à un instant T. Donc, c'est ce que vous représente ce schéma. En fait, ça représente combien de globules rouges circulent dans le lit capillaire. Quand il y a une baisse du CBF, comme c'est le cas ici,
ça traduit un apport sanguin qui est insuffisant. Ensuite, l'OEF. L'OEF, c'est l'acronyme anglo-saxon pour fraction d'extraction de l'oxygène. Et en fait, ça reflète la quantité de molécules d'oxygène qui passent du globule rouge au tissu. Donc en gros, ça traduit vraiment la capacité du tissu à extraire l'oxygène à partir des hématies qui sont situées dans les capillaires. Donc une augmentation de l'OF, ça traduit un tissu qui est en souffrance, mais qui est encore viable, puisque un tissu nécrosé, en principe, n'est pas capable de consommer de l'oxygène. Après, on a la CMRO2, ou Cerebral Metabolic Rate of Oxygen, donc en français, ça donne taux métabolique d'oxygène cérébral, qui est lui la conjonction du CBF et de l'OF, c'est-à-dire qu'il va nous refléter en fait la quantité d'oxygène disponible dans le tissu à un instant T. Et selon les études TEP, en fait, c'est le principal déterminant de viabilité du tissu cérébral en TEP. Donc, à la lumière de tout cela, on s'est posé comme question, est-ce que les cartes d'oxygène dérivées de l'IRM de perfusion T2 étoile améliorent la prédiction du devenir tissulaire après thrombectomie? Donc, ce pourquoi on a récemment publié un papier dans Stroke qui a fait la couverture, avec ici la figure donc, que je vous explique. Donc là, on a un patient qui a une lésion, une grosse lésion de diffusion, et sur ces cartes d'OF, on voit qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'il existe une augmentation de l'OF, ce qui n'est pas logique puisqu'un tissu qui est censé être nécrosé n'est pas capable d'extraire de l'oxygène. Et vous voyez qu'au suivi, il y a une régression très importante entre la lésion qui était attendue, enfin en principe, ça devait être à peu près ça, et finalement, il y a une importante réversion. Donc ça, c'est en cas d'augmentation de l'OF dans la lésion de diffusion. Sur le panel du dessous, c'est le contre-exemple, où en fait, vous voyez ici votre lésion de nécrose sans augmentation de l'OF en son sein. Donc le malade est traité, et à la fin, vous voyez qu'il n'y a pas de réversion des lésions de diffusion. Donc, sur cette série, donc, on trouvait quand même que près de 33%, enfin, près d'un tiers des malades avaient une augmentation de l'OF. Et quand on comparait les volumes entre l'admission et le 6e jour, il y avait une régression de la lésion médiane de 4 ml. À l'inverse, chez ceux qui n'avaient pas d'augmentation de l'OF, au sein de la diffusion, cela expérimentait une augmentation de la lésion finale, de plus environ 5 ml. Ce qui est intéressant, c'est que dans les analyses en sous-groupe, on trouvait que plus la lésion initiale était grosse, plus il existait une récupération du tissu censé mourir. C'est ce que je vous représente ici. Et de même, plus la qualité de la thrombectomie était importante, plus il existait une régression du volume final. Donc, si jamais je vous remonte le patient du début, donc vous vous souvenez, c'était celui qui avait une grosse lésion en diffusion, et sur les armes de suivi, il n'y avait quasiment rien. Donc là, chez ce patient, quand on regarde l'OF, comme vous pouvez le voir ici, on voit que cet OF, il est augmenté au sein de la lésion de diffusion. Et après reperfusion, on observe également, donc ça, c'est pas un malade de l'étude, hein, c'en est un autre de pratique clinique. Et chez ce malade, on voit qu'il y a une importante régression de la lésion ischémique. Donc c'est pourquoi, en fait, là, on peut conclure qu'une augmentation de l'OF au sein de la diffusion est associée à la récupération du tissu après thrombectomie. Maintenant, donc ça c'est l'exemple où on voit une réversibilité de la diffusion. Parfois, il y a aussi le contre-exemple. Donc, vous voyez par exemple ce patient qui a 2 heures de début des symptômes. Selon vous, est-ce qu'il aura un bénéfice à être traité par thrombectomie? Donc a priori, on a envie de dire plutôt oui, puisque les anomalies de diffusion sont petites, hein.
il y a uniquement ici en cortical, et il y a un vaste trouble de perfusion. Donc potentiellement, en fait, s'il est traité, le malade, il peut récupérer quasiment tout son territoire s'il vient droit. Hélas, donc du coup, il est traité, mais comme vous le voyez ici, il y a une croissance très importante de l'infarctus. Donc ça, c'était l'objectif d'une deuxième étude qu'on a fait, qui est actuellement en revue dans une grosse revue. Donc en fait, dans cette deuxième étude, ce qu'on a cherché à savoir, est-ce qu'il existe des anomalies du métabolisme de l'oxygène au sein de la zone du mismatch diffusion-perfusion, c'est-à-dire la zone supposée saine. Donc, est-ce que dans cette zone, il y a des anomalies du métabolisme au niveau des régions qui vont infarcir? Donc, on va passer rapidement sur la technique, mais bon, du coup, on a segmenté la lésion de diffusion selon un seuil, qui est communément admis. De même, la zone du mismatch, donc en fait, c'était tout simplement le trouble de perfusion moins la lésion de diffusion. Et puis après, on a corrélé à la lésion finale afin de déterminer quelles étaient les régions du mismatch qui avaient finalement nécrosé et quelles étaient les régions du mismatch qui étaient viables. Enfin, après, donc, à partir des volumes qui étaient créés comme ça, on a mesuré le CBF, le CBV, la CMRO2 et l'OF. Donc il y avait également 134 patients inclus. Donc on voyait que plus de 80% d'entre eux avaient des régions du mismatch qui avaient nécrosé, avec un volume qui est petit, 2 millilitres, mais quand même, il n'y a pas que du tissu sain au sein du mismatch, et ils avaient tous des régions viables. Donc ce qu'on observait lorsqu'on faisait les analyses du CBF, du CBV, de la CMRO2, c'est qu'il existait dans les régions du mismatch infarcti des altérations plus importantes du CBF, du CBV, de la CMRO2, et par contre, à ce niveau-là, pas de différence significative en ce qui concerne l'OEF. Et lorsqu'on faisait des analyses par courbe ROC, on trouvait que la CMRO2 était le marqueur ayant la plus grande AUC, c'est-à-dire le plus grand pouvoir de discrimination, de prédiction, par rapport aux autres, et une CMRO2 inférieure à 0,66, donc c'est-à-dire une baisse de plus d'un tiers, était le meilleur prédicteur d'infarcissement après thrombectomie. Donc au total, dans le modèle multivarié, après ajustement, on trouvait que les régions du mismatch avec une CMRO2 de moins de 0,66 étaient 8 fois plus à risque d'infarcir malgré une thrombectomie réussie. Donc là, en fait, c'est l'exemple que je vous ai montré au début. Donc comme vous voyez sur la carte de CMRO2, on voit déjà ici qu'il y a un effondrement de la CMRO2 qui correspond à peu près à la lésion finale. Donc l'effondrement de la CMRO2 au sein du mismatch est associé à la nécrose malgré thrombectomie. Enfin, et je terminerai dessus de manière brève, l'IRM de perfusion, ça peut aussi avoir un intérêt dans les stroke mimics. Donc les stroke mimics, en fait, c'est des patients qui vont avoir un déficit neurologique, mais qui n'est pas lié à un processus ischémique. Donc c'est-à-dire, ça peut être par exemple des tumeurs, des migraines, une crise d'épilepsie, etc. Et l'une des plus grandes causes de stroke mimics, c'est l'aura migraineuse. Donc au niveau de l'incidence, les aura migraineuses, c'est environ un tiers des suspicions d'AVC ischémique qu'on reçoit en imagerie. Donc comme vous le savez, il y a des signes radiologiques en cas d'aura migraineuse, qui vont être le cortical vessel sign, avec ici des veines corticales qui vont être trop visibles en T2 étoile. Également un trouble de perfusion, mais qui est ici non systématisé. Et enfin, des asymétries de calibre artériel. Donc là, par exemple, quand on est habitué,
on se rend compte qu'il y a une légère sténose de branches sylviennes gauche distales. Mais c'est relativement difficile et il faut quand même bien connaître, je pense, l'imagerie de l'AVC afin de pouvoir voir ces signes. Donc, ce pourquoi, ah oui, et une chose importante, c'est que le principal différentiel des aura migraineuses, c'est l'accident ischémique transitoire, c'est-à-dire une dysfonction neurologique, mais qui récupère avec le temps. Et en fait, donc la distinction entre aura migraineuse et accident ischémique transitoire, ça peut être cliniquement et radiologiquement difficile, parce qu'en fait, dans le cas d'AIT, on voit rien, et en cas d'aura migraineuse, pour faire simple, on ne voit pas grand-chose. Et pourtant, ce diagnostic différentiel, il est très important, parce que si jamais le malade, en fait, il a un accident ischémique transitoire, il est éligible à un traitement anti-agrégant, et aussi tout un bilan cardiologique et vasculaire pour chercher des lésions d'athérome. À l'inverse, en cas d'aura migraineuse, donc il n'y a pas d'indication à faire un traitement anti-agrégant et encore moins à aller faire tout un bilan cardiovasculaire. Donc, sur une petite série de malades, une cinquantaine, on a essayé de voir si jamais les marqueurs de l'oxygène permettaient d'améliorer un petit peu le diagnostic différentiel entre les deux. Donc, c'est sur une cinquantaine de malades. Et donc là, ici, vous avez un exemple de patient migraineux avec la CMRO2, l'OEF et le CBF. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on s'est aperçu qu'il existait une ascension de l'OEF qui est modérée et qui n'est pas systématisée en territoire artériel, ça c'est important, mais qu'il y a quand même une augmentation de l'OEF en cas de migraine, avec une baisse modérée du CBF. Et donc quand en fait on faisait des analyses ROC encore, on trouvait que l'OEF était un meilleur marqueur que le CBF pour le diagnostic différentiel entre aura migraineuse et accident ischémique transitoire. Donc là encore, potentiellement, un intérêt de ces cartes d'oxygène pour, dans le cadre de la pathologie, dans le cadre des urgences neurovasculaires, pardon. Donc, en conclusion, donc je crois qu'on sait tous que l'imagerie joue un rôle central dans la prise en charge des accidents ischémiques cérébrales, que l'intelligence artificielle semble améliorer plusieurs tâches de ce bilan d'imagerie, à commencer par la détection des hémorragies intracrâniennes, qui vont, je le rappelle, contre-indiquer la thrombolyse, que l'IA permet aussi d'améliorer la détection des occlusions proximales qui peuvent justifier une thrombectomie mécanique, surtout pour les radiologues novices ou peu habitués à l'imagerie de l'AVC. Et enfin, que l'IA permet d'améliorer la quantification de la pénombre ischémique, ce qui est quand même très important. Les nouveaux marqueurs de l'oxygène, donc l'OEF et la CMRO2, semblent, quant à eux, améliorer la prédiction du devenir tissulaire après thrombectomie. Donc, les perspectives de tout ça, en fait, c'est d'avoir un diagnostic plus précis à l'échelle du patient, c'est-à-dire d'être capable de déterminer dans la lésion de diffusion et dans la lésion, et dans la zone du mismatch, quels sont les patients qui vont être plus à même de bénéficier d'un traitement de reperfusion, donc afin de proposer à ces malades un traitement adapté dans le but d'une médecine personnalisée. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Si des participants donc, ont des questions, n'hésitez pas à les écrire donc, dans la partie Q&A en haut de votre écran Teams. Oui. Donc les plus ou moins 4 ml de nécrose de plus ou de moins en fonction de la récupération de tissu semblent plus petits que la plage de mismatch DWI-OEF gagnée. Effectivement. Donc en gros, si je comprends bien la question, c'est de dire que la portion de l'IRM de diffusion, enfin la portion des anomalies de diffusion qu'on arrive à prédire avec l'OEF, elle est très faible par rapport, elle est plus petite par rapport à ce qui est attendu du côté de la zone du mismatch. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, sur la population étudiée, c'est des AVC qui sont très aigus,
avec un délai médian de début des symptômes qui est aux alentours de 3h30, 4h. Donc ça, je le reconnais, mais en fait, l'hypothèse, et ce qu'on a remarqué nous en pratique clinique, c'est que chez des malades qui ont des très grosses lésions de diffusion, là par contre, la récupération est beaucoup plus importante. En fait, c'est ce que je vous montre là ici. Donc en fait, pour résumer, chez des gens qui ont des grosses lésions de diffusion, le marqueur OF pourrait être peut-être plus pertinent que chez ceux qui ont des petites lésions en diffusion, en tout cas pour prédire la réponse après traitement. Cercaire neurosuite versus la diffusion au niveau de la sensibilité aux lésions du tronc cérébral en précoce pour les petites lésions. Pour les petites lésions de diffusion sur la fosse cérébrale postérieure, alors en tout cas, ça je ne pourrais pas trop vous répondre parce que on n'a pas fait d'études dessus. Après, en pratique, en tout cas, pour les lésions de la fosse cérébrale postérieure, la quantification a peut-être un petit peu moins d'importance que par rapport aux occlusions cérébrales moyennes, en fait. Parce que on va dire que dans l'immense majorité des cas, les occlusions basilaires sont traitées parce que, en fait, si elles ne sont pas traitées, c'est quasiment la mort certaine. La discussion de thrombectomie ou pas de thrombectomie, elle est plus importante pour les occlusions cérébrales moyennes que pour les trombes basilaires. En général, les trombes basilaires, ils sont systématiquement traités parce que c'est un petit peu le pronostic est tellement effroyable qu'elle justifie quasiment constamment d'un traitement. Merci. Et moi, j'avais une question en attendant, si d'autres personnes sont en train d'écrire. Oui. On a donc une question d'Asma. Est-ce que vous utilisez actuellement les nouvelles cartes de perfusion en routine pratique clinique? Dans certains cas, oui. C'est vrai, surtout par exemple, ce malade-là, c'est un bel exemple, si vous voulez, parce qu'il a une très grosse lésion en diffusion. Donc, même s'il est à 4 heures, alors, vraiment, la thrombectomie, c'est entre 0 et 6 heures, quasiment systématiquement. Et par contre, ça, c'est plutôt théorique. En pratique, il y a toujours quand même un ajustement sur l'état clinique du patient et ce que montre le bilan d'imagerie. Donc là, par exemple, chez ce malade, comme vous pouvez le voir, il y a une importante ascension de l'OF au niveau de la diffusion. Donc là, pour lui, oui, ça a joué. Mais après, ce n'est pas systématique. C'est surtout pour on va dire, les cas un petit peu border où on ne sait pas trop si on va traiter ou pas le patient. Est-ce que vous utilisez les paramètres OF-CMRE2 dans la décision de traitement des sténoses hors occlusion aiguë? Question encore par Nidal. Alors pour l'instant, pour être honnête, alors si c'est en ce qui concerne les occlusions carotides au cou, je pense que ça peut être intéressant, mais on ne l'a pas évalué encore. Pour les occlusions intracrâniennes, en tout cas dans notre centre, elles sont très rarement traitées, mais je suis d'accord que pour les occlusions au cou, ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas le recul encore. Je pense qu'on peut conclure la session. Merci beaucoup Alexandre. Merci à Aurélia et merci à vous tous. Merci beaucoup.